Fidèles téléspectateurs de Pinal TV, merci de votre aimable et constante fidélité à notre programme. Bonsoir et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de l'émission La Grande Interview qui reçoit aujourd'hui M. Mamadou Maïga, secrétaire administratif du bureau de la coordination nationale de l'association des élèves et étudiants du Mali, porte-parole également de la même association. Avec lui, nous allons faire le bilan de la grève entamée depuis lundi sur toute l'étendue du territoire national, mais aussi et surtout les négociations en cours avec l'État du Mali. Monsieur Maïga, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Alors, ma première question, quels sont les points essentiels de revendication? Ok, les points essentiels de notre revendication, c'est des points qui se détachent en trois étapes. Il y a des problèmes qui peuvent être résolus à court terme, il y a des problèmes qui peuvent être résolus à moyen terme et il y a des problèmes qui peuvent être résolus à long terme. Donc, pour ne pas trop occuper tout le temps qui nous est imparti, on va essayer d'aller très rapidement et de citer quand même quelques points dans le préavis de grève qui nous tiennent d'une façon d'accord, il n'y a pas de souci. Déjà, le premier problème qui nous inquiète considérablement, ça c'est le problème d'infrastructure. Pour accueillir les nouveaux bacheliers qui sont déjà là, c'est-à-dire les bacheliers de 2022. Le problème à ce niveau, c'est qu'il n'y a pas quand même à l'heure actuelle des infrastructures dignes de ces noms pour les accueillir. Parce que déjà, le problème s'est posé avec leurs jeunes frères de 2021 qui sont là et qui n'ont pas, à tous les niveaux quand même, dans les institutions d'enseignement supérieur, pu trouver quand même des salles de classe pour commencer à prendre des cours. Donc déjà, si les 2021 sont dans le problème et que les 2022 viennent, donc il va de soi que nous posons la question aux premiers responsables de l'éducation pour voir quelle solution on peut trouver à ce problème-là. Au-delà de ça, il y a le problème de la sécurisation et l'éclairage de l'espace universitaire. Ça fait un bon bout de temps que nous réclamons cela parce qu'aujourd'hui, l'espace universitaire, souvent quand tu montes la nuit, c'est vraiment un sérieux problème à cause de l'obscurité et à cause de l'insécurité. Souvent, il y a des étudiants qui prennent cours jusqu'à 19h, 20h passées. Ils commencent à faire nuit s'il fait sombre et que ces étudiants doivent regagner la ville, ils peuvent se faire attaquer. Donc nous disons qu'il faut vraiment éclairer et sécuriser. Sécuriser parce que tout le monde ne doit pas avoir accès à l'espace universitaire. Ça doit être un espace réservé vraiment aux étudiants et aux professeurs et tous ceux qui sont des acteurs de l'université. Ça ne doit pas être vraiment un endroit de laisser aller comme si c'était une foire où tout le monde a accès. C'est vraiment pas intéressant du tout. Donc nous exigeons cela au niveau de l'État. Au-delà de ça, il y a un tas d'ordures qui se trouvent au niveau entre la FDP et la FSEG. On avait demandé à l'État de chercher un moyen pour déguerpir cet tas d'ordures parce que nous supposons que l'espace universitaire n'est pas un espace dédié quand même à un transit ou à un dépôt de transit d'ordures. Bon, à notre grande surprise, ils n'ont pas pu trouver une solution à ça. Nous nous sommes débrouillés nous-mêmes à démarcher des partenaires privés qui ont pris l'engagement et qui avaient même commencé à déguerpir. On a juste demandé à ce qu'on sécurise les sites pour que d'autres personnes ne viennent pas déposer des orties là-bas. Mais malheureusement, cela aussi n'a pas été fait. Maintenant, au-delà de ça aussi, il y a le problème d'habilitation de nos attestations. À notre grande surprise, nous avons remarqué que les formations que nous suivons dans nos institutions d'enseignement supérieur public, dans la grande majorité, ne sont pas habilitées par l'État même. Et pour nous, c'est vraiment inquiétant. On ne peut pas comprendre que l'État même nous forme dans des domaines bien précis et n'habilite pas ou ne reconnaît pas ces attestations qu'on nous donne. Donc ça, c'est un problème très inquiétant que nous avons mis sur la table. Au-delà de ça aussi, il y a l'intégration des licences au niveau du concours de la fonction publique. Ça fait maintenant des années que nous réclamons cela. Déjà, nous avons eu gain de cause au niveau de l'ENA. Actuellement, les détenteurs de licence peuvent participer au concours d'entrée de l'ENA. Mais jusqu'à présent, pour le cas vraiment de la fonction publique, jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'évolution et on ne nous a pas fait de feedback sur ce qui bloque la chose. Souvent, on nous évoque le fait qu'il faut peut-être attendre qu'un nouveau concours soit lancé, mais nous disons que nous ne devons pas attendre un nouveau concours pour savoir si nous pouvons, oui ou non, participer à un concours. Au-delà de ça aussi, il y a l'intégration directe des élèves professeurs de l'ENSUP. Ce qui est inquiétant à ce niveau, c'est que ces jeunes-là sont formés en fait pour aller enseigner au niveau du secondaire, mais l'État ne les recrute pas
Et au niveau des lycées privés et consorts aussi, on n'exige pas sur ces structures privées d'engager des sortants de l'ENSUP. Donc nous trouvons que cette politique, elle n'est pas bonne. Or, dans les textes de création de l'ENSUP dans les temps, avant les révisions, c'est-à-dire que quand tu rentrais à l'ENSUP, c'est comme si ça se faisait à l'ENA aussi. C'est-à-dire dès que tu intègres l'ENSUP seulement, c'est comme si tu es déjà engagé dans la fonction publique. Et pour qui connaît les problèmes auxquels sont confrontés quand même notre école en termes de personnel humain, donc nous disons que c'est vraiment opportun que l'État adopte une telle politique d'intégration directe de ces sortants-là de l'ENSUP. Sinon, à quoi sert leur formation en fait? C'est comme si on les formait et on les laissait comme ça. Ils ne servent à rien, vu qu'on n'exige pas des privés aussi de mettre en avant vraiment la formation, le diplôme de formation de l'ENSUP, qui est un diplôme qui est vraiment désigné pour aller enseigner dans ces structures-là. Donc voici entre autres des problèmes du supérieur. Quand nous venons au niveau vraiment des secondaires ou des niveaux fondamentaux, le problème il est déplorable. Le premier problème à déplorer, ça c'est le problème d'abord du nombre pléthorique d'élèves qui se trouvent dans les salles. Souvent nous avons remarqué que dans certaines salles, vous allez jusqu'à 80-100 personnes qui se trouvent dans ces salles-là. Nous disons qu'avec ce nombre d'élèves qui se trouvent dans ces salles-là et la qualité de ces salles-là, la qualité des tables qui est là, même souvent les tableaux qui est là, vraiment, ce n'est pas des conditions idoines pour ces enfants-là pour apprendre. Au-delà de ça, il y a les conditions d'hygiène des toilettes qui se trouvent à la disposition de ces enfants-là. Nous trouvons que ces conditions d'hygiène-là ne sont même pas dignes pour des animaux, à plus forte raison pour des êtres humains. Donc ça fait partie des points quand même que nous avons évoqués. Nous trouvons que nous avons droit à ça, nous avons droit à un environnement sain, propre, dans lequel on peut apprendre aussi. Ce qui est aussi à déplorer au niveau du secondaire et des fondamentales, c'est souvent, ils ont des programmes qui sont mouse, mais le volume horaire attribué pour faire ces cours-là n'est pas suffisant. Ce qui fait que souvent, dans la grande majorité quand même des écoles secondaires, même souvent privées, où l'État envoie des enfants, à la fin de l'année, on ne fait que distribuer souvent des polycopies. Parce que tu trouveras que le temps qu'on impartit pour ces matières-là ne leur permet pas en fait d'exécuter le programme comme il le faut. Donc ça, c'est des inquiétudes que nous avons soulevées aussi dans notre préavis de grève. Au-delà de ça aussi, il y a le baisse des niveaux des enfants au niveau des écoles fondamentales et secondaires. Et il y a un manque total de programmes pour rehausser les niveaux de ces enfants-là. Nous pensons que nous devons quand même avoir des programmes au niveau du fondamental, au niveau du secondaire, pour essayer de rehausser les niveaux de ces enfants-là qui présentent des résultats médiocres. Au-delà de ça aussi, il n'y a pas de programme de réorientation des enfants. Quand ils ne parviennent pas à avoir la moyenne, à présenter des résultats satisfaisants, c'est des enfants qu'on renvoie comme ça automatiquement de l'école. Pourtant, nous trouvons que ça, c'est un danger, parce que si ces enfants-là sont renvoyés de l'école, ce sont des enfants de pauvres. Dans la grande majorité, ce sont des gens qui n'ont pas de parents qui peuvent aller les inscrire au niveau du privé. Donc, je trouve que ces deux points de revendication vont de pair. Il ne faut pas qu'on renvoie les enfants comme ça. Peut-être qu'ils ne sont pas bons dans tel ou tel domaine, mais ils peuvent être bons peut-être dans une école professionnelle, dans une école agro-pastorale. Donc il faut trouver des moyens de réorientation de ces jeunes-là. Donc voici un peu quelques problèmes aussi. Au-delà de ça, nous touchons aussi les cas des IFM et des agro-pastorales qui subissent, qui sont dans des difficultés énormes. Je prends le cas de Gao. L'IFM de Gao, ils sont même partis en grève bien avant nous. Parce qu'eux, ils étaient confrontés à des problèmes de bourse, parce qu'eux, ils sont à Gao là-bas, il n'y a pas de campus en fait pour eux là-bas. Donc, ils sont obligés d'aller prendre des locations eux-mêmes avec des particuliers. Donc, avec le manque de la bourse, ils ont été obligés maintenant de décréter une grève pour faire secouer quand même leurs dirigeants là-bas pour entrer en possession de leurs allocations financières. Sinon, les locataires étaient en train de réclamer les impayés qui commencent à devenir une montagne. Donc, c'est des situations difficiles que nos camarades vivent au-delà de Bamako. Même ceux qui sont à Bamako aussi, c'est exactement le même cas. Maintenant, il y a aussi le problème d'enseignants au niveau des écoles en dehors de Bamako. En dehors de Bamako, tu trouveras souvent que c'est des stagiaires de l'IFM qui assurent les cours permanemment dans certaines écoles. C'est très, très compliqué. La baisse des niveaux des élèves. La baisse des niveaux des élèves, parce que ces stagiaires n'ont pas encore fini leur cursus. Déjà, la qualité de la formation qu'ils reçoivent là-bas est assez douteuse. Et si c'est eux qui se trouvent encore à faire des cours permanemment aux enfants,
on se pose la question où vont les choses. D'accord. Au-delà de ça, il y a le problème des élèves au niveau du centre et du nord. C'est-à-dire que les parties affectées par le conflit. Jusqu'à présent, la majeure partie des écoles là-bas sont fermées. Donc maintenant, il faut trouver une solution pour que ces gens-là reviennent en classe. Et il faut un plan d'action de leur retour avec des dates claires et précises et avec des programmes pour eux. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de proposition allant dans ce sens. Donc, entre autres, voici vraiment les grandes lignes du préavis de grève que nous avons déposé au niveau de l'État. Et il y a d'autres problèmes que peut-être nous allons avoir le temps d'attaquer. Vous avez cité plusieurs points de revendication qui n'ont pas été résolus par l'État du Mali. Alors, est-ce un manque de volonté de la part du gouvernement à résoudre tous ces problèmes? Bon, pour nous, on peut dire que c'est un manque de volonté, mais on ne va pas trop les accabler aussi. Pourquoi? Parce que nous savons que ce problème, ça dure il y a longtemps en fait. C'est un problème dans lequel ils sont venus tomber, mais nous trouvons maintenant que quand tu viens tomber dans un problème, il faut essayer d'analyser le problème et de proposer des solutions en fait, des pistes de sortie de solutions. Mais il faut toujours attendre que le comité AM ou bien le bureau de coordination de l'AM commence à faire des grèves pour venir vers les problèmes et essayer de trouver des solutions. Pour nous, ça, c'est déplacer les problèmes. Ça, c'est pas résoudre les problèmes. Nous sommes dans une phase de transition et je pense que l'éducation doit beaucoup compter. Le Mali est confronté plutôt à plusieurs défis aujourd'hui. Et si nous mettons l'éducation de côté parce qu'il y a la crise, ça va être un problème. Il ne faut pas qu'on joue sur le même terrain comme on l'a fait avec l'armée. On a affaibli l'armée, on l'a laissé comme ça, on l'a laissé comme ça, on l'a laissé comme ça, jusqu'au moment où on était vraiment à la dernière minute maintenant, on veut maintenant venir rapidement essayer de rééquiper l'armée et tout. Il ne faut pas commettre la même erreur avec l'éducation. Je pense que quelle que soit la situation dans laquelle le pays se trouve, les dirigeants doivent se donner les moyens pour mettre les enfants dans les droits. Parce que c'est un droit constitutionnel. Les enfants de ce pays ont droit à l'éducation. Il ne faut pas aller privilégier les structures privées au détriment des structures publiques. Ce n'est pas normal. Et c'est ce qui fait que le bas blesse. Parce que si tu vois que ces crimes, si je peux me permettre, se font au niveau de ces écoles publiques-là, c'est qu'une certaine majorité des Maliens parviennent à aller dans des structures privées pour faire les cours. Mais ce n'est pas tout le monde qui a. Les parents qui peuvent leur donner l'argent pour aller, ou bien qui peuvent aller les inscrire dans ces écoles privées-là. Et aujourd'hui, ces écoles privées sont dans la plupart devenues des entreprises de commerce. C'est plus un concours d'excellence ou bien c'est plus la recherche de l'excellence qui se fait à ce niveau-là. Dans la grande majorité, c'est vraiment devenu des entreprises de commerce pour ces promoteurs de ces écoles privées-là. Donc je pense que l'État doit mettre tout en œuvre pour mettre les enfants dans les conditions, créer les conditions dans les écoles publiques. C'est ça qui est une fierté pour nous. Parce que pour nous, quand vous nous dites qu'il faut vraiment penser à la situation actuelle du pays, et vous-même, dans votre train de vie, les choses ne changent pas, pour nous, c'est un manque de volonté. C'est des discours qui ne collent pas, en fait. Donc moi, je pense qu'en diminuant leur train de vie, l'argent qui peut être récupéré là-bas peut être réinvesti dans l'éducation. Souvent, notre gouvernement pose souvent des actes pour nous qui ne sont pas prioritaires par rapport à l'éducation. Donc, c'est un manque de volonté. Quand nous sommes partis au niveau des discussions au niveau des assises nationales de la refondation et que nous avons remarqué que l'éducation est au point numéro 16 de discussion et ça nous a vraiment choqué en fait. Et là, nous, on a dit que c'est plus la peine de participer au débat parce que pour un pays où l'éducation doit être la priorité, si on met l'éducation au point de discussion numéro 16, c'est vraiment inquiétant, M. Diallo. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, quel bilan pouvons-nous tirer de ces 3 jours de grève? Parce que le grève a été entamé depuis lundi. Bien sûr. Au terme de cette journée de mercredi, quel bilan pouvons-nous tirer de cette grève? Est-ce que la grève a été suivie sur toute l'étendue du territoire? Oui, la grève elle a été suivie sur toute l'étendue du territoire. Il y en a qui ont compris la grève, il y en a qui ne l'ont pas compris, mais après, avec d'autres explications plus pointues, à travers vos plateaux, et nous avons eu la chance d'expliquer aux gens en fait, le contenu de la grève, les motivations de la grève, et beaucoup ont su comprendre et beaucoup adhèrent aujourd'hui à notre cause et se disent que c'est vraiment une cause légitime et noble. Donc la grève, elle a été suivie. Donc au cours de ces 3 jours de grève-là, il y a certains points qui commencent déjà à bouger. Parce que déjà, au niveau, le premier jour de la grève, le lundi, on a été convoqué par nos 2 ministres de tutelle. On a beaucoup échangé, ils nous ont apporté des points que nous sommes en train d'apprécier. Mais pour le moment, on nous a fait savoir que 6 milliards ont été déjà débloqués pour les bourses
les allocations financières des jeunes au niveau des institutions d'enseignement supérieur. Donc, nous attendons le répartissement quand même de ces 6 milliards selon les institutions. Au-delà de ça, ce matin, on nous a fait savoir qu'il y avait des installations de caméras de surveillance et d'éclairage public au niveau de la colline des Badala. Dans le cadre des négociations avec le gouvernement. Ça, c'est dans le cadre des négociations avec le gouvernement. Donc, comme on l'a dit, nous savons que il y a des problèmes qui ne peuvent pas se résoudre tout de suite, mais il y a des problèmes qui peuvent vraiment être résolus tout de suite. Et il y a des problèmes qui peuvent être des propositions. Des propositions avec des plans d'action, avec des dates claires. Donc à ces jours-là, le gouvernement est en train de voir quand même les points, ils sont en train d'exécuter certains points concrètement. Nous, on est en train de noter et le bureau va décider vraiment Le bureau va estimer quand même les efforts fournis sur le terrain et va essayer de voir si l'apprécier à sa juste valeur et voir si ça vaut vraiment la peine de lever le mot d'ordre ou de ne pas le lever. Mais pour le moment, la question n'est pas encore débattue. Nous sommes en train d'apprécier point par point les différentes propositions faites par le gouvernement et après nous allons apprécier ces points-là à leur juste valeur. En fait. Alors concrètement aujourd'hui, de nos jours, quelles sont les réelles difficultés auxquelles l'AEM est confrontée? Les réelles difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est déjà notre image du passé. Vous savez, nous ne nions pas le passé douloureux qui ne nous honore pas. Nous avons eu des dirigeants précédents qui avaient vraiment des comportements qui n'honorent personne aujourd'hui. Malheureusement, cette mauvaise image plutôt que ceux-ci-là ont véhiculé commence ou bien continue toujours à suivre l'AEM. Et ce qui fait qu'on est beaucoup incompris dans la société. Pour certains, nous sommes des perturbateurs. Pour d'autres, nous ne cherchons que de l'argent. C'est assez triste de voir que les gens nous balancent ce genre de choses, mais quand même, nous essayons de nous battre. Nous essayons de nous battre parce que nous trouvons que nous sommes vraiment incompris souvent à certains niveaux. Quand nous faisons sortir souvent les enfants des gens, surtout pour ceux qui sont au privé, c'est difficile pour eux de comprendre. Mais ce que je souhaite leur faire comprendre seulement, c'est que quand nous partons dans ces structures privées pour faire sortir ces enfants-là, à la base, nous demandons le soutien de ces enfants-là. Nous ne les faisons pas sortir contre leur gré. Nous leur exposons nos problèmes. Nous essayons de leur dire, voici les problèmes auxquels nous sommes confrontés et nous sommes vos amis, nous sommes vos camarades, nous sommes vos frères, nous sommes vos cousines. Nous avons besoin de votre soutien. Vous êtes dans les conditions, nous ne sommes pas dans les conditions là-bas. Nous savons que si vous vous joignez à notre lutte, ça peut faire bouger les lignes. Et c'est comme ça que nous percevons nos grèves. Nous percevons nos grèves comme des cris de cœur et non des perturbations des cours. Nous ne sommes pas des perturbateurs. Ça fait 2 ans que nous avons la responsabilité de cette association. Nous nous sommes privés des grèves. Mais nous avons vu qu'au Mali, souvent, il faut faire bouger les choses dans ce sens-là pour qu'on puisse t'écouter. Malheureusement, c'est la réalité. Nous la déplorons. Nous souhaitons quand même qu'au-delà de ces 120 heures, que vraiment notre gouvernement comprenne que c'est un cri de cœur et qu'ils essaient de proposer des solutions concrètes. Nous ne voulons pas aller au-delà de ces 120 heures. Sinon, ça ne serait même pas bon pour le gouvernement, en fait. Cela démontrerait peut-être qu'ils n'ont pas d'intérêt envers l'éducation. Parce que pour moi, si tu mets toute l'école malienne dehors pendant 120 heures, quand même, ça doit faire réagir un bon dirigeant quand même. C'est un peu ça. Vraiment, c'est ce côté-là qui nous fatigue beaucoup. C'est ce côté d'incompréhension et de violence qui a existé avant et qui, aujourd'hui, on essaie de remédier à ça. Et beaucoup nous jugent vraiment à travers ça. Ça nous fatigue beaucoup dans nos démarches. Vous avez parlé de la gestion chaotique en termes de politique vis-à-vis de l'AEM. Bien sûr. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous poser cette question. Quel regard portez-vous sur cette transition? Est-ce que vous avez espoir que les lignes vont bouger? Nous ne pouvons que garder espoir. En ce qui concerne l'éducation, nous ne pouvons que garder l'espoir. Peut-être nous disons qu'à chaque chose son temps. Peut-être qu'ils ont un programme pour nous, mais qui ne parviennent pas à nous exposer d'abord, je ne sais pas. Mais nous ne pouvons que garder espoir parce qu'on est obligé, en fait. Nous sommes les enfants de ce pays, nous devons tout à ce pays. Les dirigeants qui sont là, nous ne les voyons pas comme des adversaires. Nous les voyons comme des jeunes comme nous, des gens qu'on doit accompagner. Maintenant, dans l'accompagnement que nous allons les apporter, maintenant, s'il y a lieu aussi souvent de se dire la vérité, nous n'allons pas hésiter de le faire. Mais l'espoir, nous allons la garder. Si nous perdons espoir seulement, ce n'est pas bon en fait. Ça va amener à autre chose et nous ne voulons pas arriver là-bas. Donc l'espoir, il est gardé. Les discussions continuent avec le gouvernement de transition et nous souhaiterons que d'ici quand même la fin de cette transition, des bases seront posées
pour amener l'éducation malienne vraiment au-delà de tous ces problèmes qu'elle vit aujourd'hui en fait. D'accord. Un message pour vos camarades, l'ensemble des élèves et étudiants du Mali. L'ensemble des élèves et étudiants du Mali, le seul message que j'ai à les envoyer, c'est que l'AEM a besoin d'eux. L'AEM ne peut pas vivre sans eux. L'AEM est là pour eux. Si hier l'AEM luttait pour des causes personnelles, ils doivent savoir qu'aujourd'hui l'AEM se bat uniquement pour eux. Ils doivent venir à l'information. Ils doivent savoir pourquoi l'AEM les fait sortir. Ils doivent savoir pourquoi l'AEM fait des grèves et ils doivent soutenir l'AEM. Et ils doivent aider l'AEM à mieux revendiquer pour eux. C'est seulement comme ça que l'AEM pourra faire des revendications dignes de ce nom. Si l'AEM sort et que les étudiants sont en porte-à-faux avec l'AEM, souvent ça peut poser des problèmes. C'est pour cela que sur le terrain, nous essayons d'accentuer quand même la sensibilisation pour que les premiers concernés sachent que ce n'est pas vraiment une lutte de personnes, ce n'est ni de la manipulation, ce n'est pas parce que nous sommes contre quelqu'un, mais c'est vraiment pour plaider la cause de ces élèves et étudiants dont nous sommes les seuls représentants aujourd'hui au Mali. Donc c'est vraiment ce message-là que j'ai à leur endroit, de toujours s'approcher de l'AEM et de nous aider à les aider aussi. C'est comme ça que les choses vont marcher. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, tout le plaisir est pour moi, la chance que vous nous offrez quand même d'expliquer nos démarches, nos luttes à la population malienne et à tous ceux qui vous suivent. Donc c'est à nous de vous remercier. C'est toujours un plaisir pour nous de venir sur vos plateaux et de pouvoir vraiment dire ce qu'on a à dire pour que les gens comprennent en réalité les causes profondes qui nous ont amenés à ces grèves-là et tout ce qui va avec. Vraiment, merci. Et on encourage tous vos téléspectateurs à bien s'abonner sur vos chaînes pour avoir les bonnes informations en temps réel, vraiment. Merci beaucoup. Je rappelle pour tous ceux qui viennent justement de nous prendre en vol, vous étiez en train de suivre l'émission La Grande Interview qui s'achève présentement et on recevait sur notre plateau M. Mamadou Maïga, secrétaire administratif du bureau de la coordination nationale de l'association des élèves et étudiants du Mali et porte-parole de la même association. Avec lui, nous avons abordé donc le bilan de 3 jours qui va s'étendre jusqu'à 5 jours de grève sur l'ensemble du territoire national, mais aussi et surtout nous avons évoqué les négociations en cours avec le gouvernement malien en vue d'obtenir la levée de cette grève. Merci à vous, merci de votre constante et aimable fidélité à notre programme. Passez un excellent moment. Bonsoir.